Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat politique. 3 lettres au programme de cette émission, LAT, puisque nous nous intéressons à la loi sur l'aménagement du territoire. Un vaste sujet. Pour en parler, nous accueillons Jacqueline de Quattro. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère d'État en charge du territoire et de l'environnement, donc de la LAT. Et vous, Gérald Créteny, vous êtes syndic de Gland et signataire d'un manifeste en septembre dernier, alertant les autorités sur les conséquences d'une nouvelle révision sur la LAT. Merci donc d'être sur notre plateau. Avant de commencer, je vous propose de regarder une petite séquence explicative. Pour que tout le paysage suisse et vaudois reste préservé du béton, pour que nos villages ne ressemblent pas à ça, le peuple a accepté en 2013 la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, un texte qui implique pour les cantons à repenser leur plan directeur cantonal, et ce, d'ici 2019. Seulement d'ici là, les nouvelles constructions sont devenues difficiles à entreprendre, voire impossibles pour les villages. Car pour construire, il faut compenser le terrain bétonné avec du terrain vert. En somme, pour bien des villages, tout développement est devenu interdit, du moins jusqu'au nouveau plan directeur cantonal. Et même là, certains se font entendre pour critiquer ce nouveau règlement en gestation. Alors, Madame de Quattro, si on comprend bien, pour faire respecter cette loi fédérale, le canton de Vaud a jusqu'en 2019 pour faire adopter son nouveau plan directeur cantonal. Il se trouve que vous êtes en passe de le faire accepter cette année qui vient, en 2017. Pourquoi est-ce qu'il faut agir si vite ? Parce que nous sommes dans un moratoire. Normalement, lorsqu'il y a une nouvelle loi qui entre en vigueur, il y a une période d'adaptation. C'est ce qu'on appelle la phase transitoire. Et pendant ce temps-là, on prend les mesures pour monter en puissance, pour s'adapter à nouvelles contraintes. Après, la votation de la LAT, c'est le contraire. En réalité, on nous étrangle jusqu'à ce qu'on ait fait notre devoir. Donc, il y a un moratoire. Aussi longtemps qu'on n'a pas adapté nos lois et qu'on n'ait pas accepté de densifier davantage et de préserver le paysage du mitage, chaque mètre carré supplémentaire de zone à bâtir doit être compensé mètre carré par mètre carré. Donc, si on comprend bien, il faut aller vite pour sortir de ce moratoire et reprendre son destin. Oui, parce qu'on est vraiment coincé du point de vue du développement, coincé du point de vue économique, et pour notre canton qui se développe très vite et qui accueille chaque année 14 000 habitants de plus en moyenne, c'est vraiment une situation intenable sur la durée. Gérald Créteny, alors je vous donne la parole maintenant. J'aimerais qu'on clarifie un petit peu votre situation. Vous êtes donc évidemment syndic de Gland, vous êtes co-signataire de ce manifeste des syndics de septembre dernier, et puis vous êtes membre de la commission du Grand Conseil qui travaille sur cette révision du plan. Alors, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Hein. Les commissions du Grand Conseil travaillent en toute confidentialité, ce qui fait que, naturellement, je ne me présente pas ici comme membre de cette commission. Je me présente ici comme syndic. Et pourquoi comme syndic et pas, parce qu'il y a une casquette que vous n'avez pas évoquée, c'est celle de président du conseil régional, surtout, puisque le conseil régional, effectivement, doit appliquer et travaille par rapport aussi à la LATC, simplement parce que c'était une volonté des syndics et de l'Assemblée des syndics de travailler sur ce projet. Et alors, puisque vous me laissez juste la parole, c'est juste pour dire qu'effectivement, le manifeste faisait état spécialement de l'avant-projet qui avait été fait. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur un projet définitif. Alors, après consultation. Essayons de clarifier. Il y a eu un avant-projet. Ce manifeste a tablé là-dessus, a publié en septembre. Depuis, le Conseil d'État a publié un autre projet. Alors, justement, on parle de simplification pour les communes dans ce nouveau projet. Madame de Quattro, lesquelles sont-elles ces simplifications ? Peut-être juste un mot sur ce que vous venez de dire. Le manifeste a permis au Conseil d'État d'améliorer le projet qu'il avait mis en consultation. Nous avons mené des négociations pendant plus d'une année avec les 2 associations de communes. La DCV et l'UCV. Exactement. Et nous sommes parvenus à un compromis. Donc, dans une large mesure, nous sommes efforcés de tenir compte des préoccupations qui ont été, à juste titre, avancées. Puis après, il y a les contraintes de la loi fédérale qui ne permettent pas toujours d'aller plus loin. Les simplifications. Les simplifications, oui. Vous avez actuellement une multitude d'outils à la disposition des communes pour faire de la planification. Et chaque fois que vous touchez une pièce du domino, il faut réviser pratiquement tout le reste. À l'avenir, un seul outil qui est souple.
c'est le plan d'affectation générale. Vous pouvez le faire pour une commune entière, pour une partie de la commune, voire pour plusieurs communes, si vous avez une réflexion générale, régionale, ou bien une stratégie d'agglomération. Madame de Quattro, est-ce que les plans directeurs communaux vont-ils disparaître? Ils ne sont plus obligatoires. Ils ne sont plus obligatoires pour les petites communes. Par contre, toutes les communes sont encouragées à avoir cette réflexion stratégique qui doit se faire d'abord au niveau de l'exécutif. Quelle est la vision que nous avons de notre territoire? Ensuite, ça se discute avec les conseils communaux généraux et avec les citoyens, bien sûr. Ces réflexions-là, simplement, ne sont plus obligatoires. Nous avons voulu donner davantage d'autonomie aux communes. Elles le font et sont encouragées à le faire. Lorsqu'il y a des centres ou des agglomérations, il faut le faire. Sans vision globale, vous ne faites rien. Restons justement sur le cas des petites communes. Est-il vrai que les législatifs n'auront plus à se prononcer sur ces plans-là? C'est faux. Si vous faites un plan directeur, vous devez le soumettre à votre conseil. Mais c'est facultatif, à moins que vous soyez justement une agglomération avec un périmètre de centre. Autrement dit, les plans ne doivent être, lorsqu'on en fait, doivent être soumis au conseil général ou communal. Gérald Cretteni, comment vous réagissez à ceci? Un de vos griefs dans ce manifeste des syndics, c'était une perte justement de l'autonomie communale. Est-ce qu'on est dans la cible là justement? Voilà, alors sur l'un des points, je confirme effectivement que l'avant-projet prévoyait effectivement que ces projets de plan directeur ne passent pas devant le législatif. Ça a été corrigé, donc dans ce sens-là, il y a une réponse positive du Conseil d'État. Ça, c'est un grief de moins. Ça, c'est un grief de moins. Simplement, pour nous, l'un des éléments qui permet finalement aussi aux communes de pouvoir imaginer leur territoire, non seulement juste dans leur petit village, mais quelque part sur l'ensemble régional, c'est en particulier la mise un petit peu au rencard du plan directeur régional. Quand je dis ça comme ça, c'est qu'il est devenu facultatif. C'est un plan qui n'a plus absolument d'obligation d'être réalisé, et on se retrouve avec finalement des communes qui pourraient, au moment où certaines communes auraient besoin, par exemple pour des questions d'aménagement du territoire, mais des questions routières, des questions, enfin toutes sortes de raisons, besoin d'un plan directeur régional pour leur stratégie, on pourrait arriver à une sorte de patchwork, parce qu'il y aura des communes qui voudront, il y a des communes qui ne voudront pas, et ça sera peut-être compliqué à réaliser. Une question en passant, vous êtes président du conseil régional, est-ce qu'il n'y a pas péril en la demeure pour cette institution, puisque un plan régional comme ça ne serait plus aussi important pour le district de Nyon? Alors, je ne pense pas qu'il y ait péril dans la demeure, dans le sens simplement que les domaines sont nombreux, et je dirais même, justement, si il y a des pertes d'obligations de ce côté-là, on doit justement redoubler en plus de vigilance par rapport à ces questions d'intercommunalité, et ce qui fait que je pense que le conseil régional a plutôt de plus en plus sa place dans le district. Mais qui arrivera à fédérer 47 communes. On parle de plan pour des intercommunalités, d'accord? On imagine que ça va se passer en Terre Sainte, en Nasse-et-Boiron par exemple. Est-ce que ce travail sur un district entier va être encore possible? Alors, je pense qu'il est possible. Il est parfaitement possible. C'est clair que ça dépend de la volonté des communes, ça dépend de la volonté des différentes institutions qui composent ce district. Je crois qu'on est plutôt dans une voie, mais on y reviendra d'ailleurs concernant les zones d'activité, parce que c'est l'un des aspects qui nous autorise encore à vraiment faire un travail, mais sur lequel c'est vrai qu'avec les plans directeurs, avec le conseil régional, on va devoir quand même continuer à fédérer l'ensemble des communes. Madame de Quattro, cette révision de la loi, est-ce qu'elle ne fragilise pas, notamment ces entités régionales? Non, bien au contraire. Les communes nous réclament régulièrement davantage d'autonomie. Et elles ont raison, parce que je pense que dans l'aménagement du territoire, on a été trop loin. Il y a carrément un contrôle de l'opportunité, ce qu'il faudrait faire plutôt ça à gauche, à droite, ici ou là-bas. Alors parfois, la loi est très claire, on ne peut pas y échapper. Mais après, l'opportunité elle-même, elle appartient quand même encore à la commune. Donc ce que nous on donne, c'est redonner les responsabilités aux communes. Vous avez décrit vous-même les difficultés. Mais si vous avez par exemple le Palme, prenons voilà, les nombreuses communes autour de Lausanne-Morges, lorsqu'il faut toutes les mettre d'accord, si vous passez à chaque fois devant le conseil communal, vous voyez le temps que ça prend. Donc c'est vrai que les démarches intercommunales sont absolument indispensables. Nous ne pouvons plus mener quelques
politique publique, que ce soit à huis clos dans son petit cercle, on est obligé d'avoir une vision transversale et des synergies. C'est comme ça que nous fonctionnons de plus en plus, on est interconnectés. Mais ça veut dire aussi qu'à chaque fois que vous voulez faire valider une étape, ça prend du temps. C'est le système suisse, c'est consensuel, mais c'est vrai que c'est assez lourd. Madame De Quattro, pour en revenir un petit peu sur l'avenir des communes, ce plan directeur communal va tabler pour un horizon 2030. Combien de communes seront interdites de construire? Aucune. Alors, précisez-nous un peu plus, parce qu'on a beaucoup de chiffres. On nous dit que 179 communes sont surdimensionnées. Oui, c'est juste. Surdimensionnées ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas construire. Non, mais ça veut dire qu'elles pourront construire moins. Ce que nous avons adopté en votation en 2013, et on avait une large majorité même dans le canton de Vaud, c'est qu'on ne veut plus ce mitage du territoire. Ou plus exactement, on essaie d'amener les gens vers les infrastructures plutôt que de construire des bus et des routes jusqu'à la fin. Oui, mais ça a une incidence. Ça veut dire que toutes les communes qui sont surdimensionnées, vous avez dit vous-même, c'est à peu près les 2/3 des communes vaudoises, le reste de la Suisse, c'est pas beaucoup mieux. Hein. On doit maintenant ramener ces zones à bâtir dans ce qui est raisonnable. On ne peut plus avoir des réserves et des réserves qui sont prévues pour le bétonnage. On veut garder sur un territoire où nous sommes de plus en plus nombreux des zones où il y a encore de la verdure, une activité agricole et du délassement. Est-ce que vous rencontrez régulièrement les syndics des villages touchés? Comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils vous... Alors j'imagine qu'ils sont en colère. Bien sûr, ils défilent, ils ne sont pas contents, c'est normal, mais il faut de temps en temps faire attention quand on vote quelque chose avec le ventre. Quand on dit, ben voilà, on ne veut pas avoir X personnes de plus chez nous, ou bien on ne veut pas avoir du bétonnage partout, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'effectivement, maintenant, on ne peut plus dire, voilà la carte de ma commune, là je vais construire, là il y aura de l'activité sportive, et là on va réserver l'agriculture. Maintenant, on doit se dire de quoi ai-je besoin ces 15 prochaines années? C'est ça, on a un horizon temporel. Et tout ce qui dépasse ces 15 ans, nous devons revenir en arrière et dézoner. Et ça, comme on l'expliquait aux propriétaires, évidemment, c'est très, très dur. Alors, on va venir après, justement, sur la stratégie pour les indemnisations. Est-ce que dans vos communications, quand vous rencontrez ces syndics, vous devez systématiquement leur rappeler que c'est une volonté du peuple fédéral? Absolument, c'est ce que nous avons voté, y compris les Vaudois. Pour une fois, on était parfaitement d'accord. Après, il faut aussi dire qu'au niveau de l'administration fédérale, ils ont été un peu plus loin. L'ordonnance est plus sévère que la loi. J'ai essayé d'attaquer cette interprétation très rigoriste de Berne devant les tribunaux. Vous vous souvenez peut-être du cas d'Orbe, où on nous a interdit le développement d'une zone industrielle en disant vous mangez sur un champ de patates. On a dit oui, on mange un champ de patates, mais en même temps, ça va être 400 nouveaux emplois. Eh bien, on a perdu. On a donc essayé d'assouplir le système. Nous n'avons pas réussi. Et maintenant, comme le reste de la Suisse, nous devons nous mettre en conformité dans la douleur, mais le plus vite possible, sinon on reste dans ce fameux moratoire. Gérald Créteny, vous êtes syndic de Gland. Vous avez une responsabilité en tant que ville-centre, c'est comme ça qu'on les appelle. Combien il vous faudra construire en 2030? Jusqu'à combien vous pouvez monter? Alors, la question, je ne vais pas répondre comme ça de manière directe parce qu'on est encore... Non, mais on est encore en train de calculer effectivement, précisément, les marges que nous aurons. Ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Madame De Quattro, c'est de dire qu'effectivement, on est confronté à une forme à quelque chose d'assez difficile. D'un côté, on accepte, alors je suis le premier aussi à accepter le fait que la LAT a été votée et qu'il faut accepter les conséquences. Dans ces conséquences, il y a effectivement, et ça je crois qu'il n'y a personne, enfin moi j'entends plus le discours sur le mitage du territoire autrement que pour dire qu'il faut que ça cesse. Donc ça, on n'a pas de souci avec ça. Simplement, après, c'est comment est-ce qu'on densifie et qu'est-ce qu'on densifie. Et c'est là qu'il y a des discussions. Parce que densifier les centres, c'est bien. Hein. Ça vous concerne directement. Ça concerne les centres, mais il reste néanmoins dans les villages également des possibilités de construire sans du tout miter le territoire, en restant quand même dans quelque chose qui est tout à fait coordonné et qui permet au village de vivre. Alors c'est vrai que de notre côté, en tout cas au niveau du manifeste, nous avons demandé d'avoir un peu plus de souplesse du côté des villages. Ça a été accordé dans l'après-avant-projet. Effectivement, c'est pour ça que je rends hommage à ce travail qui a été fait au niveau des communes de la DCV qui ont signé ce manifeste. C'est d'abord de soulever les vrais problèmes que nous connaissons, que nous avons identifiés aussi, et de nous aider à trouver des solutions qui nous permettent à la fois, et c'est ça qui est difficile, vous le rappelez à juste titre, de respecter ce carcan très serré de la loi fédérale qui vérifie chaque mètre carré de construction. On a vraiment l'œil de Moscou, là. Et en même temps de ne pas étouffer les villages. Alors la première chose qu'on a fait, vous avez beaucoup insisté, on a beaucoup résisté,
vous avez gagné, bravo, c'est de bouger la date de référence. En gros, même les communes qui par le passé n'ont pas fait tout juste, parce que je crois qu'on ose le dire, hein, qui ont développé, il y a un plan directeur de 2008 qui n'a jamais été respecté. Donc on passe de 2008 à 2014. Voilà, donc, autrement dit, même les communes qui sont très fortement développées, à qui on a dit stop, faites une pause, on laisse maintenant les autres se développer un petit peu, même celles-là peuvent continuer à croître. Mais attention, si vous êtes dans un centre, si vous êtes dans une agglomération, c'est-à-dire là où la volonté populaire veut qu'on habite, qu'on construise, eh bien vous avez un taux de développement supérieur à celui si vous êtes dans un petit village qui est davantage décentralisé. C'est d'ailleurs ce que les gens cherchent, un peu de tranquillité ici et un peu de plus d'animation. Bien sûr. Alors, niveau cantonal, vision cantonale, évidemment, densifier ici, laisser les villages respirer là. Vision régionale, même problématique, est-ce que ça crée des tensions entre les élus des différents villages? Vous qui avez une vision de président du conseil régional. Alors je pense que les tensions sont en train de diminuer gentiment. Hein, c'est vrai que certains griefs sont tombés. Il reste néanmoins que la coordination n'est pas forcément toujours si facile que ça entre les différentes communes. Il y a en particulier, moi je dirais qu'on a une difficulté qu'on voit pour l'avenir, c'est la collaboration au sein d'une agglomération. C'est simplement le fait que vous avez un traitement spécifique pour les périmètres d'agglomération. Je ne vais pas rentrer dans prenez un exemple d'une agglomération. On va prendre l'exemple du Grand Genève. On est ici, on est dans le Grand Genève. Pour la partie vaudoise, cela signifie qu'il y a 9 périmètres qui sont des périmètres de centre dans lesquels on peut avoir une croissance jusqu'à 2,6% par année. Ce qui veut dire que vous avez une capacité qui est quand même largement plus importante que, par exemple, dans les villages qui sont aujourd'hui à 0,75 selon le projet de loi. La problématique, c'est que pour pouvoir coordonner effectivement ces 2,6, il faut avoir des plans directeurs obligatoires, il faut avoir une stratégie qui est claire pour pouvoir monter cela. Et ce n'est pas le cas des villages finalement qui nous entourent, qui ne sont pas compris, qui sont compris dans le projet d'agglomération, mais pas compris dans le périmètre de centre. Alors, du jeu. C'est là où je voulais juste en venir, c'est que la difficulté, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on va réussir? Une ville ne peut pas vivre toute seule, elle vit forcément avec sa campagne. Et pour nous, c'est ce dialogue-là qu'on doit réussir absolument à maintenir. On a réussi à le créer dans le cadre du Conseil régional. Et on veut pouvoir le maintenir, on veut pouvoir le développer. Et je dirais simplement que les exigences qui sont, enfin le cadre qui est donné aujourd'hui, nous semble relativement fragile. Gérald Créteny, encore une question. On vous accuse ici ou là d'être en contradiction entre votre rôle de co-signataire de ce manifeste, qui veut permettre un peu plus de souplesse pour les villages, et celui de président du conseil régional qui valide la densification des centres existants. Aucun souci avec ça. On est actuellement dans le cadre d'un débat aujourd'hui, mais aussi toute cette année, finalement, 2016 et ce début d'année 2017, jusqu'à la validation par le Grand Conseil, on est dans le cadre d'un débat qui projette une nouvelle loi. Dans ce cadre-là, c'est clair que c'est le moment de s'exprimer et de dire exactement ce qu'on souhaite. Le jour où le Grand Conseil a validé, et le jour ensuite où le Conseil fédéral valide très clairement notre plan directeur et notre loi, c'est clair qu'à partir de là, on applique absolument la loi comme on l'applique aujourd'hui. Très bien. Autre inquiétude chez les élus des villages, les indemnisations. Oui. Comment on va faire? Alors, il y a un processus de ponctionner 20% sur des plus-values lors de changements d'affectation du terrain. Ces 20% entreraient dans une caisse, un pot commun cantonal, qui permettrait de financer des expropriations. Et pourtant, des syndics de nombreux villages ne sont pas tout à fait certains de cette juste application. Comment les rassurer, Madame de Quatreau? D'abord, il faut rappeler que c'est quelque chose que nous avons voté aussi. Donc, cette taxe sur la plus-value a été décidée par le peuple. Donc, on ne peut pas la bouger. Ensuite, elle a un plancher. On ne peut pas aller en dessous de 20% qui est prélevé lors de la plus-value que vous réalisez. Je m'explique. Vous avez un terrain agricole, il passe en zone à bâtir, il valait 4 francs, il en vaut 700. Ça, c'est la plus-value, la différence. Donc, on vous ponctionne 20%, le cinquième de cette valeur-là, pour la mettre dans un pot. Dans ce pot-là, qui sera géré par le canton, c'est du moins ce qu'on propose, on verra ce que le Grand Conseil en fait, il y aura les propriétaires qui, eux, ont un terrain à bâtir qui repart en zone verdure, ce qui est évidemment le scénario catastrophe, qui disent « mais moi, je veux être indemnisé pour ça ». Ce n'est pas le canton qui décide qui est indemnisé
Et combien on l'est, ce n'est pas la commune non plus, c'est les tribunaux. Et les tribunaux donnent une indemnité lorsqu'il y a ce qu'on appelle une expropriation matérielle. En gros, c'est ceux qui ont équipé les terrains dans l'intention de les construire rapidement, qui ont déjà fait des travaux. Alors, je vous donne la parole, M. Créteni. Est-ce que ça vous rassure ? Alors, pas beaucoup. Je dirais que mais c'est normal. Et c'est bien là le problème. Je pense que et je vais amener encore une autre notion qui est la question de la zone différée. Je vous explique juste pourquoi. Parce que, tout d'abord, dans le cas de l'indemnisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de voter une loi en sachant que c'est quelqu'un d'autre, et là, c'est une autre institution, c'est des tribunaux, qui vont définir exactement qui pourra obtenir l'indemnisation. C'est délicat parce que on n'a pas une vision claire aujourd'hui finalement de l'ensemble de la situation. Pour chaque, je pense qu'il n'y a aucun syndic qui sait exactement qui va pouvoir être indemnisé, qui ne le sera pas. Et pourtant, c'est vous qui allez... Là, je pense qu'il y a quand même une clarté qui manque. Est-ce que ça fait partie des travaux? Vous êtes membre, alors sans trahir les secrets de vos travaux, vous travaillez là-dessus sur une amélioration, davantage de clarté? Je vais juste dire qu'on y travaille. Vous y travaillez. Voilà. Je peux juste compléter peut-être en disant qu'il y a un arrêt du tribunal fédéral qui fait foi jusqu'à nouvel avis, qui dit qu'il y a une indemnité lorsqu'il y a une expropriation. Donc quelqu'un qui a gardé un terrain pour plus tard, le construire un jour, le donner à ses enfants, on ne considère pas que c'est une expropriation. C'est vraiment lorsque vous l'avez acquis ou acheté pour construire. Si vous l'avez gardé en réserve, c'est traité comme une réserve. Et là, les tribunaux n'accordent pas d'indemnité. Ça, c'est dur, mais c'est effectivement les règles actuelles. Et là-dessus, vous pouvez faire vos calculs. Il y aura vraisemblablement peu d'indemnités qui seront versées. Et puis l'autre aspect, c'est la zone différée, puisque finalement, quelque part, on a le sentiment qu'il y a des communes qui calculent la problématique en se disant on place en zone différée tout ce qu'on peut. En zone différée. Les zones différées, ils permettent finalement... C'est un peu l'ancienne zone intermédiaire, quelque part. Hein. C'est très proche de cette zone intermédiaire. De la région qui le font actuellement, effectivement. Et puis, et dans quelques années, ou plus tard, dans 15 ans, on verra exactement si ces terrains reviennent finalement dans le cadre d'une zone constructive. Dans ce cas-là, ils doivent reprendre toute la procédure, ou si définitivement ils vont passer dans une zone agricole, c'est-à-dire non constructible. La problématique, c'est que par rapport à l'indemnisation, pour autant que les propriétaires, bien sûr, auraient pu en avoir droit, eh bien, cette indemnisation, ils ne pourront plus à ce moment-là, en principe toujours, parce que moi je reste avec quand même beaucoup de guillemets sur ce qui pourra être fait, ils ne devraient plus pouvoir la toucher à ce moment-là, puisqu'ils ont passé dans une autre zone, une zone différée, qui ensuite... voilà. On va conclure, on arrive au bout de cette émission, évidemment. Juste pour dire, il y a eu, a priori, des griefs sont tombés. Il y a eu un avant-projet qui en a effrayé plus d'un. Aujourd'hui, le projet du Conseil d'État est un peu plus consensuel, si je le comprends bien. Est-ce qu'on peut rassurer un petit peu les élus de la région, leur dire qu'à terme, quand ce plan sera voté, il devrait créer moins de soucis? Alors, moi, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je dirais juste 2 vœux. Autour de cette table, c'est de dire que la première chose, le vœu, c'est qu'on puisse quand même aller rapidement maintenant. Je le dis clairement parce que autrement, avec le changement de législature, on va repartir pour 2-3 ans, donc on sera au-delà de toute façon du moratoire. Ça, c'est le premier vœu. Le deuxième vœu, c'est que l'on reprenne très rapidement une 5e révision, sitôt que c'est possible, et puis que l'on y consacre le temps nécessaire, mais le temps nécessaire, ça veut dire aussi de la consultation. Il y a juste un élément, c'est que de travailler avec les associations de communes, c'est bien. Le gros problème, c'est quand on n'a plus qu'un mois, y compris dans des intercommunalités, pour se décider, c'est extrêmement compliqué. C'est ça qui a donné lieu au manifeste. Voilà, vous avez travaillé dans l'urgence. Il y aura certainement un 5e plan. J'avais une toute dernière question pour vous. Vous êtes en campagne pour votre élection. Est-ce que ça, c'est un dossier qui vous embête ? C'est un dossier très lourd, mais que j'ai accepté de reprendre après une votation populaire. Nous avions promis qu'il n'y aurait pas de problème. En réalité, il y en a partout. Vous en avez donné un très bon échantillon. Et pourtant, on doit réussir. Et on doit réussir le plus vite possible. Donc, on va dans l'urgence maintenant faire cette adaptation le mieux possible. Et après, il faudra vraiment reprendre à fond toutes les questions. Parce que
Je conclurai juste par une phrase en disant, puisqu'on est si nombreux à habiter sur un territoire qui, lui, n'est pas extensible, il est extrêmement important qu'on sache comment on va coexister le plus harmonieusement possible ces prochaines années. Et ça, c'est un débat qui mérite beaucoup de soin. Eh bien, écoutez, vous l'aviez annoncé, ce sera donc le mot de la fin. Madame de Quattro, merci d'être venue converser avec nous. Gérald Cretteni, merci encore. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat politique. D'ici là, passez une bonne semaine. Bonsoir à tous.